Ok, j'espère que vous commencez à arriver pour rejoindre ce témoignage au cœur du réseau avec Jérémy Recky aujourd'hui. Donc, on va attendre une minute là, que tout le monde soit là. J'en profite pour vous donner de nouveau quelques éléments d'organisation. Si vous avez des questions à poser pendant le témoignage, n'hésitez pas à les taper sur le chat. Comme ça, on pourra en sélectionner quelques-unes parce qu'en général, il y a beaucoup de questions. Et donc, on les posera à Jérémy. On va un peu modérer comme ça le témoignage de Jérémy. Donc, Jérémy Recky, 81e promotion, administrateur au secrétariat à l'agriculture et au développement rural au Parlement européen. Je vais lui passer tout de suite la parole. Il est là pour nous expliquer comment se génère une décision au sein de l'Europe et un petit peu les aléas, j'imagine, de ce type de processus. Je lui passe la parole. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Donc, voilà, je suis Jérémy Reckis et comme voilà, j'ai été très bien présenté. Donc, je travaille pour une des institutions de l'Union européenne, donc à savoir le Parlement. Ça fait 3 ans que je suis administrateur dans le domaine de l'agriculture. Du coup, j'ai récupéré un petit peu ce domaine-là récemment, mais j'ai une carrière qui a commencé avec l'agriculture, puisque j'ai travaillé dans les OP agricoles, à savoir la GPM et la FNSEA, et ensuite j'en suis parti pour faire ma carrière de fonctionnaire européen où j'ai fait tout sauf de l'agriculture. Et là, ça fait 3 ans que j'y suis revenu. Et notamment, j'ai géré la dernière réforme de la PAC, notamment le règlement sur les plans stratégiques. Donc, j'imagine que vous êtes au moins familier du nom. Ce n'est pas encore mis en œuvre, ça le sera à partir du 1er janvier. Mais ça a été 3 ans de négociations assez rudes avec l'équipe de négociation du Parlement, le Conseil et la Commission. Donc, le but, c'est, je vais me baser sur cette expérience-là pour vous présenter un petit peu comment ça s'est passé, les écueils qu'il y a eu, la connexion qu'il peut y avoir avec le monde agricole, puisque finalement, la réputation de Purpan, c'est une école qui forme en étant proche des agriculteurs, en étant proche du terrain. Et finalement, il fait que moi, je suis à l'autre bout de la chaîne politique, c'est-à-dire dans une institution qui prend des décisions. Et finalement, on se pose tous la question de savoir si l'Europe est proche ou moins proche du citoyen, comment on connecte l'information, comment on connecte voilà, la décision politique et le terrain, ou pas. Parce qu'il y a des moments où on n'est pas du tout connecté. Et je le dis comme je le pense, il ne faut pas être connecté. Il y a des moments où c'est un moment d'échange et de connexion, d'écoute, de partage. Voilà. Mais chaque moment politique ou chaque moment législatif a sa particularité et il ne faut pas, faut pas mélanger quand il n'y a pas besoin de mélanger les choses. J'ai une présentation, donc si on m'accepte, je vais lancer la présentation. Si vous êtes d'accord. Les autres, un hochement de tête, parfait. Donc là, hop, je vais cliquer sur le bouton. J'espère que vous m'entendez parce que je suis connecté d'un peu loin. Je ne sais pas si la connexion est bonne, mais n'hésitez pas à venir me couper si jamais vous entendez mal ma présentation. Ou si, petit peu haché. Voilà, je me fais tout pas petit comprendre. peu haché. Bonjour à tous. Ah. J'ai perdu. Je reviens, voilà. Voilà, je partage. Donc, j'espère que vous voyez bien. Parfait. Voilà, donc je vais faire rapidement dans le temps qui m'est imparti. Je suis désolé pour ça, mais il faut faire la part des choses. Souvent, on voit l'Union européenne comme une entité unique
une sorte de magma quand on sait que ça se passe à Bruxelles en disant voilà, l'Union européenne, c'est le truc qui est à Bruxelles, etc. Mais en fait, les institutions européennes sont construites avec un principe simple, qui est le principe des institutions publiques, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs institutions, et ces institutions sont créées par des textes. Alors, dans les États, on appelle ça les constitutions. Au niveau de l'Union européenne, on n'est pas un pays, donc on est régi par des traités internationaux. Donc, il y a deux traités. Il y a le traité de l'Union européenne et il y a le traité du fonctionnement de l'Union européenne, qu'on appelle le TFUE, qui, voilà, décrivent les institutions avec chacune un pouvoir et des prérogatives. Donc, la première d'entre elles, c'est le Parlement européen qui représente le peuple et dont on élit les députés européens. Donc, les dernières élections étaient en 2009. Il y a le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne pour représenter les États membres. Alors, quand on appelle le Conseil, on fait souvent, on confond un petit peu les prérogatives des uns et des autres. Le Conseil européen, c'est au niveau des chefs d'État et de gouvernement, et le Conseil de l'Union européenne, c'est au niveau des ministres. Et l'organe législatif qui prend des décisions, c'est le Conseil de l'Union européenne. Les États membres ne prennent pas, on va dire à proprement parler, des décisions sur les règlements ou les directives. Ensuite, une institution qu'on connaît bien, évidemment, c'est la Commission européenne, avec un collège des commissaires qui représentent voilà, les États membres. Et deux institutions qui sont très importantes. La première, c'est la Cour de justice qui est basée à Luxembourg, la Banque centrale européenne pour la politique monétaire, la Cour des comptes voilà, pour vérifier les règles budgétaires. Oui. Jérémy, on est toujours sur ta slide de titre. Je ne sais pas si toi, tu changes de slide ou pas. C'est normal? Moi, je change de slide. Là. C'est bizarre. Hein. Ouais, essaye de te mettre en cliquant sur l'autre slide. C'est impec. Ça va mieux là? Oui. Désolé, la technique ne fonctionne pas. Bon, mais si vous voyez bien, je vais continuer. Donc voilà, donc la Cour des comptes. Et ensuite, il y a d'autres organes qui sont un peu moins connus. Il y a le Service européen d'action externe, qui est fort occupé avec l'Ukraine et la Russie. Et il y a des organes consultatifs, justement, pour permettre le dialogue social ou le dialogue avec les régions, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, et après des organes un petit peu plus techniques, que ce soit la Banque européenne d'investissement. C'est technique, mais c'est important, mais ça ferait presque l'objet d'une autre intervention sur la BEI. Le médiateur européen quand on a des problèmes administratifs et le contrôleur européen à la protection des données. Voilà. Et ensuite, il y a des agences et d'autres organes qui sont décentralisés, qui ont des politiques très particulières. Donc, le message clé, c'est quand on parle de l'Union européenne, en fait, on parle de quoi? On parle de quelle institution? On parle de quel pouvoir? On parle de quelle décision? Donc, il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Et quand on parle de Bruxelles a décidé que, Bruxelles décide, oui, quand les institutions principales, donc les trois institutions législatives ont décidé et se sont mis d'accord. Et donc, le processus législatif, qu'on appelle le triangle institutionnel, s'opère entre la Commission d'un côté qui a l'initiative des règlements et des lois. Ça veut dire que c'est la Commission qui va proposer un nouveau règlement, une nouvelle directive, de lancer une réflexion sur un sujet ou un autre. Le Parlement et le Conseil qui vont être en fait l'équivalent de deux chambres qui devront se mettre d'accord sur un texte commun. Voilà. Donc le Parlement qui peut être le représentant direct du peuple et le Conseil, le représentant des États. Donc si on veut faire un schéma très court, le Parlement c'est l'Assemblée nationale et le Conseil c'est le Sénat, sachant que rien ne se fait si le Parlement et le Conseil ne sont pas d'accord. Donc, il y a des cas de législation qui voilà, sont mis dans le frigo législatif parce que l'une ou l'autre des institutions ne fait pas avancer le dossier. Et donc, ça s'appelle la procédure législative ordinaire ou la codécision. Il y a des cas où c'est que le Conseil qui agit. Il y a d'autres cas où le Conseil agit mais doit avoir l'aval du Parlement. Donc, le Parlement ne décide pas du contenu du texte, mais in fine dit oui ou dit non au texte final.
je passe rapidement ces cas particuliers. Et là, je dois dire que pour les gens du réseau, il y a des jeux, il y a des serious games qui sont développés. Il y a la région Bretagne qui en avait fait un, mais qui n'est plus actif. Il y a les étudiants de Supagro Montpellier qui ont créé ça au niveau de la PAC. Ils ont été très actifs, notamment pour faire un suivi des débats et de l'information. Et donc, ils ont créé un serious game, j'imagine, à destination des étudiants et de tous ceux qui avaient connaissance du truc. Donc, s'il y en a qui sont des passionnés d'informatique ou des choses comme ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes aussi pour les étudiants. Voilà, ça s'appelle Cap Eyes, donc un œil sur la PAC. Bon, dans le cas de la PAC, justement, revenons à nos affaires. Donc, la PAC, pourquoi on a fait une réforme de la PAC? Alors, je vais doucher un petit peu tous les espoirs de ceux qui pensaient que les institutions européennes étaient vraiment connectées au monde, etc. Donc, la première et principale, et je pense seule raison de réformer de la PAC, c'est que la PAC, c'est un programme qui dépense de l'argent, ce qu'on appelle un programme de l'Union européenne. Et comme c'est lié à des enveloppes budgétaires, il faut savoir que l'Union européenne a son budget annuel, mais fonctionne dans un cadre pluriannuel de 7 ans. Ça veut dire qu'on est très dirigiste, presque communiste. On a un plan qui est décidé par les chefs d'État, pour le coup, et qui donne de l'argent pour 7 ans à l'Union européenne. Et cet argent-là, il est décliné dans tous les programmes. Et donc, tous les 7 ans, étant donné qu'il y a une redistribution de l'argent, on en profite pour toiletter les règlements qui dépensent ces argents-là. Donc, ce n'est pas simplement la PAC, c'est tous les règlements qui dépensent de l'argent au niveau du européen. La politique régionale, la politique de cohésion, l'aide aux plus démunis, etc., etc. Donc, je ne fais pas état de tous les programmes que l'Union européenne gère, mais c'est pour ça. Donc, on en profite pour toiletter, adapter un petit peu ce qui doit l'être, vérifier ce qui a plus ou moins bien marché, remettre en place des nouveaux flagships, comme on dit dans le jargon, et ce qui permet aussi au Parlement et au Conseil d'avoir une activité législative et de se dire on va être proche du citoyen et on va adapter en fonction des choses. C'est plus ou moins vrai. Bon, la PAC, c'est quand même une vieille politique. On va fêter les 60 ans de la PAC en 2022. Je rappelle que le premier règlement a été publié le 20 avril, donc on s'approche de la date. Il y a 60 ans, 20 avril à 62. Donc, c'est quand même une vieille politique. Voilà. Donc, comme toute vieille politique, on réforme sans… J'avoue que cette réforme-là, sur le fond, ne change pas grand-chose. On n'a pas révolutionné ou on ne va pas révolutionner les choses. On a rajouté des dimensions environnementales. On a surtout offert un nouveau cadre aux États membres pour pouvoir faire un petit peu ce qu'ils veulent. Et dans le langage langue de bois, on dit que les États membres ont maintenant la capacité d'adapter aux réalités locales. Dans d'autres langages, on appelle ça une renationalisation partielle des politiques agricoles. Parce que pourquoi? Comme c'est de l'argent et que c'est quand même encore un tiers du budget de l'Union européenne, le Conseil, donc les représentants des États, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent récupérer le maximum de l'argent qu'ils mettent au niveau pot commun de l'Union européenne en ayant le minimum d'emmerdement administratif opéré par la Commission et le minimum de contrôle opéré par le Parlement européen. Donc, le but du jeu, c'est ça. Et donc, le but du jeu, c'est d'influencer la Commission pour qu'il y ait une proposition sur la table qui leur soit favorable. Et le Parlement, lui, historiquement, essaie de mettre plus d'Europe dans les politiques. Donc, essaie désespérément et parfois avec succès de maintenir un cadre européen qui soit rigide, strict et au moins avec des objectifs clairs et communs. Donc, tout ça pour dire que la commission, il y a quand même des règles. Le collège des commissaires ne se réveille pas un matin en se décidant, tiens, j'ai une bonne idée, je vais faire une proposition. Non, il y a des processus qui sont cadrés, d'écoute de la société civile, d'écoute constante et permanente. Il y a pléthore de groupes de travail où ce qu'on appelle les lobbies ou en tout cas la société civile organisée a la possibilité d'échanger avec les services de la commission, notamment quand il y a des grandes réformes sur des règlements clés
comme la PAC. Il y a tout un processus d'écoute, il y a des consultations des citoyens, il y a parfois la commission qui va voir dans chaque État, organise des réunions, voilà, compile les doléances des uns et des autres et en âme et conscience fait une proposition. Tout ça s'inscrit dans un programme de travail annuel de la commission, donc il y a une prévisibilité ou une prédictabilité de ce qui va sortir de la commission. C'est très rare qu'il y ait quelque chose qui sorte du chapeau qui n'était pas été prévu. Ça arrive en temps de crise, comme on l'a vu, avec le Covid ou avec la crise en Ukraine, mais c'est rarement le cas quand il s'agit de politique permanente. Voilà, il y a des analyses d'impact, donc la commission est obligée aussi de dire, voilà, je propose tel changement, mais ça va avoir tel impact voilà, sur tel domaine, positif, négatif, et en âme et conscience, j'ai choisi le mieux. Et c'est normal, et la commission est la seule institution qui a la hauteur de vue pour savoir ce qui est le mieux au niveau de l'Union européenne. Ce qui veut dire que certains États vont gagner, certains autres vont perdre, mais la commission est garante de l'intérêt général, c'est-à-dire au global, est-ce que l'Union européenne est gagnante ou pas? Et c'est vrai qu'on peut le critiquer quand on a une vision nationale, parce que parfois on gagne, parfois on perd. Et le problème des débats politiques tels qu'ils sont présentés, c'est que quand on gagne, c'est grâce aux ministres ou à certains groupes politiques, et quand on perd, c'est la faute de l'Union européenne. Non, c'est partie de toutes les négociations, et quand on fait une négociation, eh bien, il y a des points où on gagne, des points où on perd, et c'est comme un mariage, tout le temps on n'est pas heureux, mais globalement, on est quand même satisfait. Et quand on n'est pas satisfait, bien, il y a des divorces, on a vu avec les Britanniques. Voilà. Donc, une fois que la commission est prête et mûre, le collège des commissaires se réunit, prend la décision à l'unanimité du collège et la commission publie un texte. Et en publiant ce texte, l'envoie de manière simultanée donc aux co-législateurs qui sont le Parlement et le Conseil de l'Union européenne. Donc, le processus législatif, il y a plusieurs étapes. Je passe là, c'est comme à l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs lectures, mais ce qui est important, c'est que le cadre général, c'est que le Parlement travaille de son côté, le Conseil travaille de son côté, en parallèle ou plus ou moins en parallèle, parce qu'on s'échange, on se parle, les deux institutions, on met en place un timing qui est cohérent et on publie nos textes plus ou moins au même moment, ce qui permet d'être prêt pour entrer en négociation et ce qu'on va appeler le trilogue. Je reviendrai sur ça plus tard. Donc, au niveau du Parlement, comment ça se passe? Ce n'est pas la plénière, donc l'ensemble des députés qui va décider en première instance. Il y a des commissions parlementaires, comme dans toute assemblée ou parlements nationaux. Et moi, je travaille dans un secrétariat. Donc, dès qu'on reçoit la saisine de la commission d'un texte, on va faire une réunion. Chaque groupe politique va être représenté par une personne qu'on va appeler le coordinateur. Et ces gens-là vont avoir une discussion qu'on orchestre avec le président de notre commission au niveau du secrétariat. Et le secrétariat, donc moi en l'occurrence, sur un texte, on va proposer d'avoir telle action, c'est-à-dire de faire un rapport ou un avis à une autre commission, établir un calendrier. Et ensuite, le groupe politique qui va être intéressé pour avoir le leadership de ce texte-là va pouvoir acheter le rapport dans un système de points et en coopération avec les autres groupes. Les autres groupes vont pouvoir nommer des rapporteurs fictifs. Le groupe principal va nommer un rapporteur. Et ces gens-là vont se rencontrer, discuter, afin d'établir une position commune, c'est-à-dire une liste d'amendements qui, au final, sera votée par la commission, ce qu'on va appeler un rapport. Et ce rapport-là sera déposé au niveau de la plénière, qui aura à nouveau le choix de déposer d'autres amendements. Et la plénière va voter et ce qu'on va appeler du coup une première lecture ou une lecture partielle du Parlement européen, ce qui va être la base de notre négociation avec le Conseil. Donc, ça va être une série de modifications au texte. Il se passe à peu près, là, je passe rapidement sur cette slide-là. Voilà, il se passe à peu près la même chose au niveau du Conseil. Donc, il y a différents groupes de travail avec différents niveaux. Vous comprenez que les ministres, ils ne vont pas gérer les virgules et les placements de mots. Donc, il y a les ministres, il y a les représentants qu'on va appeler le Coreper et éventuellement des groupes de travail. Pour l'agriculture, c'est un peu particulier. Il y a un mode de fonctionnement qui reste indépendant, ce
ce que j'appelle un peu l'ancienne Europe, c'est-à-dire qu'il y a le CSA, le Conseil supérieur de l'agriculture. Donc, il va faire un groupe de travail et qui va travailler un texte, va le présenter au niveau des ministres. Éventuellement, si les ministres veulent négocier les points les plus politiques, ils peuvent le faire et parfois c'est long et compliqué. Et une fois que les ministres s'entendent sur un texte commun, ben, c'est la position officielle du Conseil. Ce qui permet à tous ces gens-là de rentrer avec leurs textes communs, éventuellement leurs grosses différences ou leurs différences minimes. Et donc, on rentre dans la phase qui, moi, personnellement, je trouve le plus intéressant parce que c'est vraiment le cœur nucléaire de la machine européenne, c'est-à-dire les trilogues. Et donc là, à partir d'un moment, on va fixer un calendrier, une méthode de travail. On a des outils communs, Parlement et Conseil, pour gérer, tu vois, les textes et les différences des textes. Et puis là, on va passer mot après mot, virgule après virgule, accent après accent. Voilà, tout ça. Et donc, la PAC, entre tout, ça a duré plus de 3 ans. Et donc, on s'est écharpé pendant des mois et des mois sur la définition de l'agriculteur actif, sur qu'est-ce qu'un hectare éligible de la PAC, sur les BCAE, etc. Et je vais donner 2 exemples. L'agriculteur actif, ça a été relativement simple. Donc, il y avait des critères d'exclusion, des critères de qu'est-ce qu'on entend de manière obligatoire d'être un agriculteur, mais de toute façon, on a filé ça aux États membres et c'est à eux de définir tout ça. Donc, il n'y avait pas énormément d'enjeux, si ce n'est des enjeux politiques pour éviter que voilà, la reine d'Angleterre bénéficie directement de la PAC, ce qui n'est plus le cas avec les Britanniques, mais en tout cas, soit des oligarques ou des aéroports ou des choses comme ça, ou des golfs qui auraient des terres agricoles qui pourraient bénéficier directement de la PAC ou pas, de cadrer un petit peu, de dire que un agriculteur qui est pluriactif, qui ne soit pas que agriculteur, mais qui soit aussi sur d'autres activités, tant qu'il est agriculteur et qu'il produit, il y a une possibilité aussi qu'il émarge à la PAC. Et éventuellement, également, tous les petits agriculteurs, ce qui est le cas sociologique des pays, notamment des pays de l'Est, qui n'ont que quelques hectares à leur disposition, qui puissent rentrer quand même dans le champ de la PAC d'une manière ou d'une autre, soit de manière forfaitaire, ce qui est possible, soit de manière plus compliquée en faisant des déclarations. Ce qui a été très, très compliqué, c'est la définition de l'hectare éligible. Et alors là, je suis tombé de ma chaise, mais ça a été un des premiers points qu'on a ouvert et ça a été le dernier point qu'on a conclu. Et autant Purpan prépare à tout, autant là, je n'étais pas préparé. Et je n'étais pas préparé notamment à la définition de la paludiculture que je ne connaissais pas personnellement. Je n'en avais jamais entendu parler. Je ne sais pas si certains du réseau sont au courant, mais les Irlandais et un peu les Allemands nous ont tenu en haleine jusqu'au bout pour savoir si les productions ici de paludiculture peut-être les hectares les agriculteurs usés de paludiculture devaient émerger en lien avec les BCAE, notamment quand on remet en eau certaines terres. Je passe ce détail, si vous voulez, on peut en rediscuter plus tard. Et ensuite, il y a un autre élément, un troisième exemple que je veux donner, c'est les BCAE. Donc, c'est les bonnes conditions culturelles et environnementales. Donc, ça fait partie du corpus de la conditionnalité, notamment celle sur les bandes enherbées. Et j'avoue, comme j'ai travaillé à la GPM et j'ai travaillé à la FNSEA, j'avoue que j'ai eu des contacts directs avec ces organismes-là, et notamment qui, d'un côté, via le ministère de l'Agriculture français et moi de l'autre côté, ils ont essayé de cadrer, eux, une définition et des flexibilités qui permettent on va dire, de minimiser l'impact de cette BCAE-là contre, on va dire, un mouvement plus environnemental. Du coup, les Verts, chez nous, se sont un peu étranglés. Et ça a tourné au niveau du métrage des bandes enherbées autour des cours d'eau. On parlait de 10 mètres, on parlait de 15 mètres sans utilisation de pesticides. Finalement, on s'est mis d'accord sur des dérogations à 3 mètres et sur une dérogation encore plus grande qui donne pouvoir à l'État membre de faire grosso modo ce qu'il veut au niveau d'une région pour s'adapter aux usages locaux. Et ça a été les Pays-Bas, puisqu'évidemment, les Pays-Bas qui ont des polders et des canaux absolument partout, si on leur met 10 mètres sans utilisation de pesticides,
sur des petits champs, ils ne vont plus utiliser beaucoup et vous savez que ce n'est pas non plus les moins intensifs en fait, l'agriculture néerlandaise. Donc tout ça, c'est orchestré de manière non officielle, évidemment, un peu off. Les contacts sont pris au niveau des équipes de rapporteurs et des députés chez nous, au niveau des États membres, au niveau de la Commission. Et au final, quand on rentre en négociation dans la réunion officielle, il y a toujours des lapins qui sortent du chapeau. Et après, on demande aux petites gens qui ne sont pas politiques, qui ne sont pas élus, de proposer des rédactions, on va dire, plus fines et plus en lien avec le cadre juridique, puisqu'on a des juristes linguistes et des techniciens, dont je fais partie, pour s'accorder sur le texte là. Et voilà, une fois qu'on a un texte commun, ça repasse dans les assemblées et on vote tout ça et on s'autocongratule et tout le monde est content. Merci Jérémy. Le temps court, alors je vais te poser une ou deux questions qui ont été… Alors, alors, il y en a une, mais il faudra répondre un peu vite, c'est quelles sont tes missions au quotidien? Et une autre qui était, est-ce que le documentaire, si tu le connais, de 2014 qui s'appelle La négociation par Franck Nicolas, reflète-t-il encore fidèlement le fonctionnement actuel? Est-ce que tu connais ce documentaire? Alors, des missions, moi, c'est des missions essentiellement administratives dans le respect de la neutralité entre les groupes politiques. Mais en revanche, on est garant voilà, proposer un calendrier, de respecter un certain formalisme au niveau des documents, s'assurer du multilinguisme. Et ensuite, en fonction de notre personnalité, de notre implication, de notre, voilà, des échanges qu'on peut avoir avec un rapporteur ou pas, on est mené à travailler sur le fond également et proposer des amendements. Et voilà, le cœur de la machine, c'est mettre en musique un petit peu le mécanisme législatif. Et non, je ne connais pas le documentaire de Franck Nicolas, mais je vais regarder, ouais, de Rechef, après la réunion. Merci. Et une dernière question qui est venue, c'est est-ce que la guerre en Ukraine impacte le calendrier de la mise en œuvre de la politique du pacte vert en particulier? Est-ce que ça impacte aussi la reconfiguration des budgets? Alors, au niveau du calendrier d'adaptation de la PAC, non. Le calendrier est maintenu, c'est-à-dire que le règlement va rentrer en vigueur le 1er janvier. Donc, les plans nationaux doivent être validés d'ici là. En revanche, ça impacte le contenu parce que la Commission a envoyé des lettres aux États membres en disant prenez en compte la situation en Ukraine pour adapter vos plans stratégiques et on sera un petit peu plus souple. Il y a tout un débat politique sur la stratégie de la fourche à la fourchette, de la fourche à l'assiette, ça dépend comment on la traduit. Alors, il faut savoir que la stratégie de la fourche à la fourchette, c'est une initiative et une communication de la Commission. Donc, ce n'est pas législatif. C'est simplement la Commission d'elle-même qui dit voici les objectifs à long terme. Et après, elle base ses textes réglementaires sur ça. Mais ce n'est pas contraignant d'un point de vue juridique. Donc, on est au niveau du débat des idées, du débat législatif ou du débat politique pur. Ce n'est pas législatif, pardon. Donc, c'est uniquement un débat politique. Maintenant, voilà, quand on s'engouffre dans le débat politique, oui, il y a des concrétisations qui s'opèrent in fine, et c'est un jeu d'influence, de qui savoir. Mais oui, il y a des tensions sur certains objectifs de la fourche à la fourchette. Le Conseil est revenu justement pour assouplir. Certains groupes, on va dire plutôt traditionnels de la droite, chez nous, veulent réassouplir ces objectifs-là. Et les Verts et certains groupes de gauche sont là en disant non, il ne faut surtout pas abandonner les objectifs environnementaux en temps de crise. Merci beaucoup, Jérémy. Écoute, le temps est arrivé à son terme. Alors, il n'y a pas d'autres questions, mais ton intervention était dense. Je pense qu'on va être obligé de la réécouter un petit peu pour certains. On fera en sorte aussi de transmettre à ceux qui ont, avec ton autorisation, le support que tu as en PDF. Est-ce qu'on peut se permettre de transmettre aux auditeurs ton support? Oui, bien sûr. Et puis, le but, c'est le but d'un réseau, c'est de créer des liens. Donc, n'hésitez pas aussi à me contacter ou à envoyer un email. Dans la mesure du possible, j'essaierai de répondre le plus rapidement possible. Génial, génial. Merci beaucoup à tous les
Purpanais, Purpanaises qui nous écoutent. J'en profite pour vous dire que voilà, vous rappeler les prochains rendez-vous, témoignages. Donc le 17 mai, alors retenez qu'à partir de maintenant, tous les témoignages auront lieu entre 13h30 et 14h parce qu'on s'aperçoit que ça correspond à une majorité d'entre vous sont plus disponibles à cette heure-là que le soir. Le soir, il y a des enfants à récupérer à l'école, etc., certainement. Donc, à partir de maintenant, les témoignages, c'est 13h30. Donc, le 17 mai, avec Marjorie Marty, qui nous parlera des signes d'identification de la qualité et de l'origine au travers de son travail de directrice du label Rouge Charolais. Et puis, le 16 juin, Pierre Guéraud-Liria, qui nous parlera de l'entrepreneuriat à impact, avec le Drive to Nu, qui est un joli projet qui est né à Toulouse et qui est en train de se développer très rapidement. Et puis, on vous a mis en bas de la slide les prochaines dates pour la rentrée de septembre et octobre, novembre, décembre. Donc, n'hésitez pas à réserver ces dates-là dans vos agendas. Donc, voilà pour ce que je peux vous dire. On vous remercie encore et à très vite, à très bientôt. Donc, 17 mai. À bientôt. Au revoir.